Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Shelley Minna Daniszewski, une femme dont la vie a été marquée par des défis et une fin tragique. Notre récit commence à Elizabeth, New Jersey, aux États-Unis, où Shelley est née le 13 juillet 1962. Ses parents, Joel et Jaelen Daniszewski, formaient un couple dévoué. Joel, travaillant dans la finance, était également rabbin, suivant les traces de son père, un immigrant polonais. Jaelen, quant à elle, était une femme au foyer attentionnée. Shelley avait 3 frères et sœurs, sa sœur Eve et ses frères Josh et Philip. L'enfance de Shelley fut loin d'être facile. À l'âge de 3 ans, un accident domestique laissa des cicatrices permanentes sur son cou et sa poitrine. Sa mère, en train de bouillir de l'eau pour faire du thé, eut un moment d'inattention qui changea la vie de Shelley à jamais. Consciente de ses cicatrices, Shelley portait des vêtements à col montant et des manches longues, même pendant les journées d'été les plus chaudes. Pour compenser ses insécurités, Shelley développa une habitude de manger de manière compulsive, ce qui entraîna une prise de poids et accentua son malaise. Ses performances scolaires en pâtirent et elle fut souvent perçue comme moins motivée que ses frères et sœurs. Cependant, tout changea lorsqu'elle entra à l'université. En emménageant seule, Shelley commença à perdre du poids et à gagner en confiance. Elle se mit à sortir, bien que ses rendez-vous se soldaient souvent par des désastres. Après l'université, Shelley Minna Daniszewski suivit les conseils de son père et se lança dans une carrière en finance. Elle rejoignit UBS où elle travailla aux côtés de son père et de son frère Philip. En 1998, alors qu'elle était une gestionnaire de patrimoine prospère, Shelley rencontra Roderick Kovling, un trader en bourse et joueur professionnel de backgammon, lors d'un événement pour célibataires juifs. Malgré leurs différences d'âge, ils se marièrent en quelques semaines. Le couple eut une fille, Anna, 2 ans plus tard. Cependant, ils découvrirent que Shelley ne pouvait plus concevoir. Déterminés à agrandir leur famille, ils eurent recours à un don d'ovules, ce qui permit la naissance de leur fils Miles en 2006. Malheureusement, Rod se moquait souvent de Shelley à propos de l'utilisation du don d'ovules et ridiculisait même Miles en disant que Shelley n'était pas sa mère biologique. Rod entama également une liaison avec Deborah Hollis, une femme mariée avec 3 enfants qu'il avait rencontrée lors d'un événement de backgammon. Un matin, après être rentrée à la maison en sentant le parfum, Shelley décida qu'elle en avait assez de ses infidélités et de ses mauvais traitements. Le couple se sépara, mais Rod déménagea simplement de l'autre côté du couloir dans un appartement plus petit payé par Shelley pour rester proche de leurs enfants. Après la séparation, Rod, qui avait été chroniquement au chômage ou marginalement employé, perdit le flux de trésorerie auquel il s'était habitué en drainant les fonds de Shelley. Tandis que Shelley prospérait professionnellement et personnellement, Rod devint de plus en plus en colère et désespéré. Il commença à suivre Shelley, à lire ses emails et à utiliser leurs enfants contre elle dans une tentative désespérée d'obtenir leur garde. Il alla même jusqu'à inciter leur fils de 3 ans à mentir et à dire au personnel de l'hôpital que Shelley l'avait abusé sexuellement. En raison de ces manœuvres et d'autres actions préoccupantes, le tribunal de la famille ordonna que Rod ne puisse avoir que des visites supervisées avec ses enfants. Alors que le divorce entre Shelley et Rod devenait de plus en plus acrimonieux, les actes de violence de Rod s'intensifièrent. En octobre 2009, Shelley confia à son médecin que Rod l'avait étranglée en mettant son bras autour de son cou lors d'une dispute, la menaçant de mort. Le 29 décembre 2009, Shelley prit une décision cruciale. Elle envoya un email à son avocat pour entamer le processus de retrait de Rod de son testament,
souhaitant que ses enfants deviennent les seuls bénéficiaires de sa fortune. Cette décision marqua un tournant dans leur relation déjà tumultueuse, ajoutant une nouvelle couche de tension à leur bataille pour la garde des enfants. Le 31 décembre 2009, alors que le monde entier se préparait à célébrer le Nouvel An, un appel d'urgence au 911 bouleversa la tranquillité de la nuit. Une voix paniquée annonça qu'une femme avait été trouvée face contre terre dans une baignoire inconsciente. L'homme à l'autre bout de la ligne, pratiquant la RCP, suppliait l'opérateur de lui indiquer quoi faire jusqu'à l'arrivée des secours. Malheureusement, lorsque les pompiers arrivèrent 4 minutes plus tard, il était déjà trop tard. La femme dans la baignoire n'était autre que Shelmina Daniszewski. Rod, son mari, avait couvert son corps nu avec une couverture, mais les secouristes remarquèrent immédiatement des égratignures rouges sur son visage et une petite blessure violette sur sa lèvre inférieure. La rigidité cadavérique indiquait qu'elle était décédée depuis plusieurs heures. La police arriva peu après, et Rod raconta ce qui s'était passé. Sa fille de 9 ans l'avait appelé en panique, et il s'était précipité pour trouver Shell face contre terre dans une baignoire remplie d'eau sanglante. Il l'avait sortie de la baignoire et avait commencé la RCP, supposant qu'elle avait glissé et était tombée, s'accrochant à une armoire en descendant. Cette théorie semblait plausible à l'époque, car l'eau était sanglante et la porte de l'armoire pendait, comme si elle avait été arrachée. Cependant, le médecin légiste eut immédiatement des doutes. En voyant le corps de Shell, il soupçonna un homicide et demanda une autopsie. La famille juive orthodoxe de Shell s'y opposa pour des raisons religieuses, croyant à un accident. Malgré les efforts du médecin légiste pour faire annuler cette objection, Shell fut enterré dans les 24 heures suivant sa mort. Rapidement, des questions surgirent. Shell avait reçu un traitement capillaire à la kératine ce jour-là, ce qui rendait improbable qu'elle prenne un bain tard dans la nuit. De plus, elle préférait les douches, les égratignures sur son visage et la force nécessaire pour arracher l'armoire soulevèrent des doutes. Un détective privé engagé par la famille découvrit que Rod avait un passé d'agression contre Shell, qu'elle était sur le point de le retirer de son testament et qu'il vidait son compte bancaire à cause de son addiction aux jeux en ligne. Ces incohérences et découvertes poussèrent les autorités à ordonner l'exhumation du corps de Shell 2 mois après sa mort. Avec la possibilité de pratiquer une autopsie, le médecin légiste fit une découverte cruciale. L'os hyoïde en forme de U de Shell était brisé, une blessure typique d'une prise d'étranglement utilisée dans les arts martiaux. Shell avait été étranglé. Cette conclusion était corroborée par les vaisseaux sanguins éclatés dans ses yeux, observés et photographiés juste après sa mort, une autre indication d'étranglement. Le fait que Rod possédait une ceinture noire en taekwondo n'échappa pas aux enquêteurs. Ils déclarèrent officiellement la mort de Shell comme un homicide. Cependant, comme la mort avait initialement été considérée comme un accident, la police n'avait pas recueilli d'ADN, d'empreintes digitales, ni interrogé les voisins ou fouillé l'appartement de Rod. Ils se retrouvèrent donc avec peu de preuves médico-légales. Malgré cela, l'enquête révéla des comportements de plus en plus troublants de la part de Rod. Avec Shell décédée et Rod n'ayant droit qu'à des visites supervisées, les enfants furent envoyés vivre chez les parents de Rod, David et Carol Kovlin, à Scarsdale, New York. Rod les rejoignit peu après, mais la cohabitation fut loin d'être harmonieuse. Les disputes et l'animosité étaient omniprésentes. Dans une conversation enregistrée par la petite amie de Rod, Deborah, les tensions et les ressentiments des deux côtés étaient évidents. Because you steal from your children. You stole before. You're stealing their college money. They won't be able to get to college by the time you're done with them. And you said you didn't care if they went to college. Why don't you tell Anna that every penny you're spending right now is her money and Miles' money? That Shelley Wait. worked. Hold on a second, Anna. I'd like you to come here. Hold on a second. Come here, please. Yeah. Because you haven't come out here. worked 5 years. In the 12 years you were married, you never worked. Your mother worked her ass off for every penny that he's spending. Let me tell you, the Daniszewskis are not wrong.
They may be wrong about something, not the money. Yes, What you're saying now, what you are saying now in front of Anna and Miles, okay, will ensure that you never see my children again if you continue, okay? You threatened us with No, I'm not threatening. I'm telling you, excuse me. By October 1st. Okay, evict me. You know what, Anna? Excuse me? I spent $1 million of my money to make sure you didn't go to the Danishevs. Si vous pensiez que la situation ne pouvait pas empirer, accrochez-vous bien. En 2012, les tensions entre Rod et ses parents atteignirent un point critique. Les disputes fréquentes dégénérèrent souvent en bagarres physiques. Cette année-là, les parents de Rod obtinrent officiellement la garde des enfants et une ordonnance restrictive contre lui. Ils allèrent même jusqu'à l'expulser de la maison. Rod était furieux. Malgré le fait qu'il avait dilapidé les fonds universitaires de ses enfants, les utilisant comme son propre distributeur automatique, il était déterminé à se débarrasser de ses parents, les seuls obstacles entre lui et l'argent de sa défunte femme. Il commença alors à élaborer des plans pour y parvenir. Son premier plan, inspiré par des épisodes de Breaking Bad et Dexter, consistait à empoisonner ses parents avec du poison pour rats. Lui et sa petite amie Deborah recherchèrent les poisons mentionnés dans les émissions. Rod conspira même avec sa fille Anna pour qu'elle empoisonne le thé de ses grands-parents. Cependant, ce plan fut abandonné pour des raisons contradictoires. Rod envisagea ensuite d'incendier la maison de ses parents, de sauver les enfants et de laisser ses parents brûler à l'intérieur. Lorsque cela s'avéra irréalisable, il passa au plan C, se déguiser en homme noir, prétendre être un enquêteur porte-à-porte pendant les élections, puis donner un coup mortel de karaté à la gorge de sa mère lorsqu'elle ouvrait la porte. Deborah l'accompagna même dans un magasin de costumes, où il acheta une perruque et du maquillage noir, mais elle réussit à le dissuader de mettre ce plan à exécution. Le plan D consistait à emmener Anna au Mexique une fois qu'elle aurait 14 ans, où le mariage à cet âge était légal, et à payer quelqu'un $10 000 pour l'épouser. Cela aurait émancipé Anna de ses grands-parents, permettant à Rod de prendre le contrôle de son argent. Cependant, ce plan ne pouvait se réaliser avant 1 an. Rod n'était pas à court d'idées pour obtenir la garde de ses enfants et leur argent. Ces 2 dernières idées étaient les plus dérangeantes. La suivante impliquait qu'Anna accuse faussement son grand-père de viol, avec Deborah encore une fois impliquée dans le complot. Le 14 janvier 2013, Rod demanda à Deborah de remettre une lettre manuscrite à sa fille Anna à l'école, en lui faisant promettre de ne pas la lire. Cependant, dès que Deborah arriva à l'école, elle ouvrit la lettre et prit des photos de chaque page avant de la remettre à Anna. La lettre était écrite de manière désordonnée, avec des numéros et des flèches pour indiquer l'ordre de lecture. Dans cette lettre, Rod tenta d'abord de rejeter la faute du plan d'empoisonnement sur Anna, insinuant que c'était son idée. Il écrivit « Je n'ai pensé à cela que parce que tu as dit à Deborah que tu voulais empoisonner G et j'ai peur que tu fasses quelque chose comme ça à un moment donné. » Ensuite, il expliqua comment elle devait mentir sur les déclarations faites sur une application de messagerie autosupprimante appelée Wicker, au cas où elle serait découverte. Enfin, il décrivit de manière écœurante comment accuser faussement son grand-père de viol, détaillant les étapes à suivre et les preuves à fabriquer. Après avoir lu la lettre, Anna confirma quelques détails avec Deborah et déclara « Je pense que je peux le faire ». Malgré les tentatives de Deborah pour la dissuader, Anna était déterminée à ne pas décevoir son père. Le plan était donc en place. Cependant, lorsque le moment arriva, Rod attendit en vain un appel de la police annonçant l'arrestation de son père. Au lieu de cela, Anna l'appela et dit « Papa, je n'ai pas pu le faire ». La présence de son frère et de sa grand-mère à la maison avait déjoué le plan. Rod était furieux qu'un autre de ses plans ait échoué. Et si ce plan ignoble d'accuser le grand-père n'était pas assez sombre, Rod avait une dernière carte dans sa manche. Et celle-ci, il l'a effectivement jouée. Alors que le bureau du procureur de Manhattan intensifiait l'enquête sur Rod, il décida d'exécuter l'impensable. Le 25 juin 2013, les dossiers judiciaires montrèrent que Rod avait rédigé un message en prétendant qu'il avait été écrit par sa fille et adressé à son tuteur légal, Johann Dublas. Il plaça le message dans le dossier des brouillons de son email, accusant sa fille du meurtre de sa mère.
Le message disait en partie « Elle n'a pas simplement glissé ce jour-là. Nous nous sommes disputés à propos de ses fréquentations et j'étais toujours en colère quand je suis allé me coucher. Je l'ai entendu entrer dans sa chambre et faire couler le bain. Alors je suis entré et nous nous sommes disputés encore plus. Elle m'a dit de retourner dans ma chambre et je me suis énervé. Alors je l'ai poussée. Je ne voulais pas la blesser, je le jure, mais elle est tombée et j'ai entendu un bruit terrible et l'eau a commencé à devenir rouge et j'ai essayé de relever sa tête, mais elle est restée immobile. Avec une surveillance accrue de chacun de ses mouvements, Rod espérait que les enquêteurs tomberaient sur le message dans le compte de sa fille. Effectivement, les enquêteurs découvrirent le message, mais ils n'y crurent pas. Ils remarquèrent rapidement que le nom de Joanne était mal orthographié. Ils apprirent qu'Anna connaissait la bonne orthographe, contrairement à Rod. Il fallut 6 ans d'enquête et de collecte d'informations contre Rod, mais en 2015, il fut finalement arrêté, en partie grâce à Deborah, qui se présenta à la police. Elle et Rod s'étaient séparés en 2014 et elle approcha les détectives de New York quelques mois après, apportant non seulement ses témoignages verbaux, mais aussi plusieurs disques durs remplis de messages et de données provenant des appareils électroniques de Rod. Cependant, plusieurs messages de la nuit du meurtre entre eux avaient été supprimés. Le procès de Rod Kovlin débuta en 2019. Les procureurs affirmèrent que Rod, expert en taekwondo, avait cassé le cou de Shell avec une prise d'arts martiaux, mis en scène la noyade accidentelle, puis attendu que sa fille découvre le corps. Deborah témoigna également, révélant les plans de Rod pour tuer ses parents. La défense de Rod soutint que Deborah était une femme éconduite et que le message falsifié aurait pu être écrit par Anna elle-même. Beaucoup de preuves étaient circonstancielles, et le juge décida que de nombreux complots de meurtre de Rod ne seraient pas présentés au tribunal, à moins que Rod ne prenne la parole, ce qu'il ne fit pas. Malgré ces obstacles, en mars 2019, après un procès de 9 semaines et 2 jours de délibération, le jury déclara Rod coupable de meurtre au 2e degré. Il fut condamné à 25 ans de prison à vie, mais il maintint son innocence. Rod fit appel de sa condamnation en 2021, mais perdit en 2022. Le tribunal confirma la condamnation, citant des preuves accablantes de sa culpabilité. Le bureau du procureur espérait que cette décision apporterait une clôture à la famille, mais Anna, alors âgée de 21 ans, répondit en affirmant que la décision n'avait pas apporté de clôture et qu'elle croyait fermement en l'innocence de son père. Rod Kovlin purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel d'Attica, New York, et ne sera pas éligible à une libération avant le 28 octobre 2040. Un détective du département de police de New York déclara « J'ai travaillé sur 1500 affaires de meurtre au cours des années où j'étais dans le département de police. C'est le pire être humain que j'ai jamais rencontré, car il a fait tant de mauvaises choses à ses propres enfants dans son avidité infinie. » Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. Que pensez-vous de cette affaire et de cet homme? Pensez-vous qu'il y a une possibilité qu'il soit innocent, comme sa fille le croit si fermement? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.